Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles. Le télescope spatial James Webb vient de fêter ses 2 ans de mission. Depuis juillet 2022, il a participé à une quantité astronomique d'observations, parfois éblouissantes sur le plan esthétique et parfois lourdes de conséquences pour la cosmologie. Ces résultats ont souvent fait l'objet de titres d'actualité sur cette chaîne, et aujourd'hui on ne va pas déroger à la règle. Le télescope géant de la NASA passe une bonne partie de son temps d'observation à caractériser des exoplanètes. Il est un des seuls outils astronomiques capables de fournir des indices sur leur composition chimique. C'est exactement ce qu'il a fait avec l'exoplanète LHS 1140b. Cette planète a été découverte en 2017. Observée par de multiples méthodes, on a pu déterminer sa masse et son rayon. Elle semble ainsi faire 1,7 fois le diamètre de la Terre et 5,6 fois sa masse. Elle gravite autour d'une naine rouge et se situe un peu à la frontière entre une super-Terre et une mini-Neptune. Les résultats de James Webb sont ici très intéressants. Le télescope géant a pu aider à déterminer que cette exoplanète ne possède pas ou très peu d'hydrogène dans son atmosphère. La thèse d'une mini-Neptune peut donc être écartée. Il s'agirait ainsi plutôt d'une super-Terre. Par ailleurs, James Webb a pu identifier de l'azote dans cette même atmosphère. L'azote, c'est le gaz qui forme la majorité de l'atmosphère terrestre. On ne le retrouve pas juste après la formation d'une planète. S'il est présent dans une atmosphère, c'est qu'il y a été apporté par des processus qui ont suivi la formation de l'astre. LHS 1140b devient ainsi la première exoplanète connue possédant une atmosphère secondaire, qui est née de processus propres à la planète. Avec ces informations en tête, on peut se tourner à nouveau vers sa masse et son diamètre, lesquels nous permettent de déterminer sa densité moyenne. Celle-ci est assez faible, il doit donc y avoir de nombreux composés volatiles à la surface de cette planète. Et le meilleur candidat pour expliquer cette densité, c'est l'eau. Entre 10 et 20% de la masse de la planète semble ainsi être composée de la précieuse molécule. Une telle proportion ferait de cette planète la première planète océan identifiée avec une certitude forte en dehors du système solaire. Ce qui nous intéresse à présent, c'est l'état de cette eau. Si elle est liquide, alors LHS 1140b devient une candidate idéale pour la recherche de la vie. Sur ce sujet, il est cependant plus dur de spéculer. Plusieurs scénarios sont possibles. Une surface entièrement liquide semble improbable. La planète ne reçoit pas assez de rayonnement de son étoile. Elle est par ailleurs probablement en rotation synchrone avec celle-ci, et sa face plongée perpétuellement dans la nuit doit afficher des températures de surface très froides. Alternativement, elle pourrait ressembler à Europe ou Encelade, une croûte de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur qui recouvrirait un océan liquide en profondeur. Enfin, elle pourrait se trouver dans une solution un peu intermédiaire. L'essentiel de sa surface pourrait être gelé, mais sa partie exposée directement à la lumière du soleil pourrait être maintenue liquide. La planète aurait ainsi l'apparence d'un énorme œil, où l'océan liquide formerait la pupille. Dans ce cas, des modèles suggèrent qu'il ferait environ 4000 km de diamètre, avec une température à son point le plus chaud autour de 20 degrés Celsius. Pour déterminer lesquels de ces modèles est le plus convaincant, il faudra analyser l'atmosphère plus en profondeur. Idéalement, il faudrait tenter de détecter du dioxyde de carbone. Cela permettrait de savoir si la planète est soumise à un effet de serre, ce qui aiderait à déterminer sa température réelle. Il faudra cependant mobiliser beaucoup de temps d'observation de James Webb pour faire une telle déduction. Il faut donc se battre avec tous les autres projets d'observation du télescope qui sont tout aussi passionnants. Ce qui est certain, c'est qu'on vient d'identifier une planète extrêmement intéressante, qui se trouve en plus seulement, entre guillemets, à 48 années-lumière de nous. On se rappelle que James Webb a été lancé par Ariane 5, et justement, on a assisté il y a un peu moins d'une semaine au premier vol d'Ariane 6. C'était fabuleux et on vous a mis en ligne un replay de notre couverture en live du lancement. Le vol s'est, dans les grandes lignes, bien passé. Les satellites qui étaient à bord ont pu être mis en orbite suite au travail successif des boosters P120, de Vulcain et de Vinci. Arrivé en fin de mission, Vinci, le moteur de l'étage supérieur d'Ariane 6, a cependant connu un échec d'allumage.
Il devait faire une dernière manœuvre propulsive pour préparer la rentrée atmosphérique de l'étage supérieur et des capsules Bikini et Space Case. L'APU de l'étage supérieur, un générateur de gaz qui sert à pressuriser les réservoirs et à fournir un peu de poussée pour préparer le rallumage de Vinci, ne semble pas s'être mis en route. C'est fort dommage pour les 2 capsules de rentrée atmosphérique, mais cela ne devrait pas retarder de trop les missions suivantes d'Ariane 62. Pour la majorité de celles-ci, le profil de mission est moins complexe et ne nécessite pas forcément de nombreux rallumages d'étages supérieurs. On a donc de bonnes chances de voir Ariane 6 voler à nouveau en 2024. J'entends déjà certains d'entre vous ricaner en disant que cela n'arriverait jamais sur une Falcon 9. Eh bien, figurez-vous que si. Cela vient d'arriver quelques jours seulement après Ariane 6. Le problème est plus ou moins le même, un rallumage d'étage supérieur qui ne s'est pas déroulé comme prévu, suite à une fuite d'oxygène. Cela a empêché le lanceur de SpaceX de rehausser le périgée de la mission, et les satellites Starlink qui étaient embarqués sont donc condamnés. Certains semblent avoir déjà fait une rentrée atmosphérique au-dessus de l'Argentine. C'est un problème rare pour la Falcon 9 qui a enchaîné plus de 200 missions sans échec. Et cela pourrait avoir des conséquences sur tout le spatial américain. La FAA a réclamé une enquête et a décidé de clouer la Falcon 9 au sol en attendant sa résolution. On n'a pas de calendrier de reprise de vol pour le moment et SpaceX peut probablement faire une croix sur son objectif de 140 lancements en 2024. La Falcon 9 est une fusée qui mène des vols habités, et les organes régulateurs américains ne vont donc pas transiger avec la sécurité. Un des effets pervers de cet incident, c'est qu'il n'y a plus de porte de secours pour les 2 astronautes qui ont rejoint l'ISS à bord du Starliner. Leur vaisseau, malgré ses fuites d'hélium, doit être capable de les ramener sur Terre. Sans Falcon 9, aucune Crew Dragon n'est capable de venir les chercher. Le retour du Starliner est prévu pour la fin juillet. D'ici là, la NASA se donne un peu de temps pour tester tous ces systèmes. Pour en finir avec les étages supérieurs rebelles, on va ajouter une longue marche 6A à la liste, comme ça tout le monde sera servi. Cette fusée chinoise a mené une mission le 4 juillet qui a permis de placer 2 satellites en orbite héliosynchrone. Son étage supérieur est resté en orbite et voilà quelques jours, une entreprise de suivi des débris orbitaux suisse a signalé qu'il semblait se disloquer. Un nuage de débris semble s'être formé autour de l'étage avec environ 60 objets distincts. Impossible de déterminer la cause de ces débris, mais l'entreprise qui a mené la détection précise que c'est un comportement qu'on ne voit pas d'habitude avec d'autres lancements. Il pourrait s'agir d'isolants thermiques qui se seraient brisés ou de la méthode de purge employée par les opérateurs de la mission pour rendre leur étage passif. En tout cas, avec ces 3 actualités, on peut dire qu'en 2024, le spatial reste un domaine complexe, même quand on s'appelle SpaceX. Ce sont les étages supérieurs qui posent le plus de problèmes ces dernières années chez de nombreux acteurs. À voir s'il s'agit d'un malheureux coup du hasard ou d'une tendance qui se dessine. SpaceX va se retrouver désœuvré dans les semaines qui viennent si la Falcon 9, elle, ne reprend pas les vols rapidement. Mais qu'à cela ne tienne, si l'un ralentit, l'autre peut accélérer. L'entreprise a demandé l'autorisation à la FAA de mener jusqu'à 25 tirs de Starship par an depuis Boca Chica, avec un nombre d'atterrissages similaire des 2 parties de l'architecture. Bon, au-delà des autorisations légales, il y aura quelques soucis techniques pour atteindre cette borne. Le rythme actuel serait plutôt de 4 à 6 lancements annuels, il va donc falloir multiplier la cadence par 5. Probablement pas pour cette année ou l'année prochaine. Un tel rythme de lancement pourrait cependant permettre à SpaceX de mener des missions de déploiement de charges utiles, Starlink par exemple, ou même commencer les tests de ravitaillement pour les missions Artemis. On a vu qu'il y a un réel enjeu de ce côté-là dans le dossier de l'espace de la semaine dernière. La FAA va mener une investigation pour déterminer si l'impact environnemental et social de cette accélération ne sera pas trop grand. À terme, l'essentiel des décollages aura certainement lieu depuis Cap Canaveral, où humains et espèces animales ont eu bien des décennies pour s'habituer au décollage des fusées. On note que le communiqué de la FAA précise que les améliorations amenées à l'architecture seront également passées en revue. SpaceX a donc dû déjà communiquer à l'agence les futures évolutions du Starship et de Super Heavy. Espérons donc que ces informations trouveront rapidement leur chemin vers le grand public. À l'heure où la Falcon 9 nous rappelle qu'elle reste une fusée comme les autres, soumise à des échecs, on peut aussi se demander si la vision de SpaceX avec le Starship est la bonne. Rappelons que c'est un vaisseau sans tour de sauvetage, et qu'au moindre pépin, c'est tout l'équipage à bord qui y passe.
La NASA et la DARPA vont peut-être également devoir réviser leur politique de risque sur la mission Draco, un système de propulsion nucléaire qui doit décoller sur Famille Falcon dans quelques années. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Pas de DNDE Live ce jeudi car Maxime sera en déplacement. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.